TikTok, un danger ou une opportunité pour l'Afrique, c'est le thème du forum de cette semaine. La seconde partie avec le professeur Amevoa Mouzou-Glikpa. Il est enseignant-chercheur, maître de conférences de sociologie de l'éducation, notamment à l'université de Lomé. Nous sommes avec aussi Sogoyou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur du Togo, et Jerry Tam, député. Il est le président du nouvel engagement togolais net. Et pour cette seconde partie, vous téléspectateurs, vous nourrissez le débat avec vos messages WhatsApp, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Vous êtes déjà très nombreux à nous écrire. Nous allons commencer par relayer vos messages, vos contributions d'un moment à l'autre. Le temps de passer la parole au professeur Mouzou-Glikpa, il était en train de nous instruire sur la nécessité pour le continent africain d'adopter la stratégie de l'accommodation. J'en rigolais à la pause, la stratégie du caméléon à Gama, stratégie d'adaptation, d'accommodation face à l'émergence d'un monde multipolaire où chacun doit chercher ses repères. Professeur. Oui. Quand je parlais de la stratégie d'accommodation, je pensais plutôt à la faculté, à la capacité de l'œil, de cet organe humain de vision, de s'adapter malgré la variation de la luminosité, notamment quand l'homme, l'être humain est sous la lumière, son œil s'adapte aux conditions de visibilité dans la lumière et sous la lumière, mais quand il rentre dans l'obscurité, eh bien peut-être dans une chambre tout de suite, il n'observe pas tout, il est ébloui, mais après il découvre que voilà, là il y a un ventilateur, il y a une table ici, et donc l'œil s'est adapté à la nouvelle condition de visibilité, que ce soit qu'on passe de l'obscurité ou à la lumière. Mais ce n'est pas l'œil qui l'œil ne change pas, l'œil n'est pas détruit, il reste lui-même. Et c'est ça ce qui me fait inventer cette stratégie d'accommodation, et je soupçonne que c'est cette stratégie d'accommodation qui constitue le socle de fonctionnement des sociétés occidentales. L'Inde ne sera jamais ébranlée devant cette tendance d'un nouvel ordre mondial avec la mondialisation et la bipolarité, la multipolarité, l'émergence, le brassage des cultures. Il y aura toujours quelque chose qui restera comme originalité de la culture indienne. Pareil pour les Allemands. Il y a une culture allemande, une façon allemande d'agir, une civilisation allemande. Alors, c'est ça qui permet de changer un peu, mais de revenir à ce que l'on est. On peut nuancer un peu pour les Allemands qui s'alignent de plus en plus sur les États-Unis. Oui, du point de vue de la géopolitique, mais la population allemande, si elle n'était pas manipulée, vit selon une culture allemande. Vous pouvez savoir qu'il y a une manière allemande de faire. Et je ne parlerai pas de la Chine ou du Japon ou de la Corée, ainsi de suite. Qu'est-ce qui reste comme socle, comme base d'identité et de culture africaine qui ne va pas changer malgré tous les changements, malgré toutes les mutations que le monde subira? C'est la question. Et je pense que ça se trouve au niveau de ce que nous pourrons appeler l'éducation traditionnelle, qui est en voie de disparition. Les sages n'ont plus la parole dans notre société. Les manières de faire de l'éducation traditionnelle, l'éducation de la maison. Jerry Tam a parlé d'éducation familiale. C'est un gros morceau. La revalorisation de l'éducation familiale. Par exemple... Encore qu'il faut que la famille existe. Encore qu'il faut que la famille existe. Le modèle de démocratie africaine, c'était quel modèle? La notion de l'arbre à palabre, je ne la connaissais pas en Afrique. C'est un Hollandais qui m'a demandé qu'est-ce que c'est. Il m'a demandé, c'est quoi l'arbre à palabre chez vous? J'ai dit oui, c'est ce gros arbre-là, ce gros arbre au cœur du village qui procure de l'ombre. Et quand il y a des conflits, on s'assied sous l'arbre et tout le monde parle la parole à tour de rôle. Ça existait. Et Sogoyou disait oui, c'est l'Afrique. L'Afrique importe tout, même ce qu'elle a. Nous importons même ce que nous avons. Et donc, il faudrait justement qu'on retourne à ce socle-là, à cette base culturelle. Il n'est pas trop tard. Il faut une éducation sociale. Il faut une éducation à l'idéologie sociale. C'est pourquoi je reviens sur la question. C'est le créneau que l'on peut trouver à l'école, c'est les ECM, l'éducation civique et morale. Et puis, on ne va pas... Toute famille et tout parent éduque ses enfants comme il veut, mais le temps de la réflexion, parce que quand on a tout perdu, et je crois que pour dire un peu ce qui arrive à nos sociétés, à nos États, il faudrait oser fonder et penser à une théorie. Je parlerai de
une théorie de la stratégie de l'étourderie. C'est quoi la stratégie de l'étourderie? Avec le nouvel ordre mondial, nous risquons, c'est ne pas laisser le temps à quelqu'un de réfléchir. C'est-à-dire, vous réfléchissez, vous avez vraiment le temps pendant une journée de réfléchir sérieusement, vous évoluez. Vous avez investi pour évoluer pour une décennie. Une journée de réflexion peut booster toute la vie de toute une... Mais tant que vous n'avez pas réfléchir, il faut le temps. Je crois que nos États, nos chefs d'État devraient initier des journées individuelles de réflexion pour le développement. J'insiste sur individuel parce que quand on va dire journée nationale de la réflexion pour le développement, on va en faire du folklore. On va encore faire des ateliers. Alors qu'on parle ici d'une réflexion individuelle, que tout le monde réfléchisse comment je fais pour me développer et développer mon pays, ma nation, et ainsi de suite. Parce que dans cette dynamique où on est rentré, le bailleur viendra toujours avec un nouveau projet. Je le sais bien pour les secteurs de l'éducation où nous évoluons. On a toujours évolué depuis les indépendances par sédimentation de réformes. Ça veut dire quoi? Le bailleur vient avec une nouvelle réforme, on dit que c'est ce qui marche maintenant pour le système éducatif. On vous convainc, vous commencez, vous y allez. Vous n'avez pas le temps de finir cette réforme ou de l'évaluer. Après 3 ans, on revient avec une nouvelle réforme et vous devez courir. Vous êtes toujours dans l'action, mais vous n'avez pas le temps de la réflexion. C'est comme si on vous interdisait la réflexion. Il faut qu'on se retire pour réfléchir et reconstituer ce socle-là, ce qui ne changera pas pour l'Afrique. Quand tout va se mettre à changer, quand on va rentrer dans ce métissage culturel, eh bien, qu'est-ce qui reste qui n'est pas métissé? C'est ce socle-là qui fera que l'Inde restera l'Inde, la Chine restera la Chine, le Japon restera le Japon, mais l'Afrique restera l'Afrique. Mais nous sommes encore loin du compte. L'Afrique, si l'Afrique restait l'Afrique, il n'y aurait pas de problème. L'Afrique n'est plus l'Afrique. Nous-mêmes, en tant qu'aînés, bon, peut-être Tam a étudié en France, peut-être lui a étudié au Canada, toi tu as étudié à Moscou, moi j'ai étudié en Allemagne, on est tous togolais, mais pour avoir étudié dans ces différents pays, nous avons de différents comportements. On n'a pas un comportement togolais qui sous-tend nos différentes éducations, non. Donc l'Afrique ne reste pas l'Afrique. Elle est en train de se liquéfier. Non pas dans une culture ou dans une religion, mais dans tout ce qui approche l'Afrique, l'Africain est dedans. Hein? Aujourd'hui, tu vas à Lomé, il y a des temples bouddhistes, il y a des temples shintoïstes. Je ne parle même pas des religions devenues traditionnelles, comme l'islam et christianisme. Donc nous sommes dans tout. Nos idées sont éparpillées, notre spiritualité est émiettée. Parler de ton grand-père, chez certains Africains, c'est satanique. Évoquer tes ancêtres, c'est satanique. Tout ce que les autres font, et ça leur réussit, l'Africain trouve que c'est satanique. Tu vas dans une bonne famille chinoise, tu vois la galerie des photos des ancêtres. C'est ça. Donc tu vas trouver peut-être des photos depuis le temps où la photographie a apparu en Chine, l'ancêtre a sa photo, ainsi de suite, jusqu'au père et mère actuels. Mais en Afrique, tu demandes à un Africain dans la rue, comment s'appelle ton père? Il te le dit, hein. Et ton grand-père, il commence à se gratter la tête. Et le père de ton grand-père, là, c'est la catastrophe. Mais il peut te citer la moitié de la Bible de mémoire. Tu comprends? Le type qui ne connaît pas le nom du père de son père, là, il te cite la Bible de mémoire. Il peut te parler de la généalogie d'Abraham. D'Abraham, de Mahomet. Il connaît tout. Il connaît tout ça, sauf ce qui le concerne. Mais parce que nous avons honte d'être noirs. Le drame est là-bas. Il faut quand même qu'on commence à le dire. Quand on investit des milliards pour avoir la peau claire, mais c'est un scandale que personne ne dénonce. Quand on investit des milliards pour acheter des cheveux coupés à de pauvres femmes indiennes, qu'on vient vous vendre. Ces pauvres femmes indiennes ne s'enrichissent pas en vendant leurs cheveux. C'est celui qui fait ça qui s'enrichit. Et vous êtes fiers de vous promener dans les rues avec les cheveux d'un cadavre sur la tête. Vous voulez montrer que vous avez l'argent. Le jour où nous allons ramener les Africains à être Africains,
mais on aura tout réussi. On n'est plus africain. C'est ainsi on est arrivé à produire aussi des naoudas chrétiens. Non, moi aussi. Un naouda chrétien, c'est une anecdote. Je ne suis pas du même avis que mes deux prédécesseurs. J'ai l'impression qu'on est plutôt alarmiste. Vous savez, le Togo, par exemple, quand on prend les religions révélées, les statistiques nous disent quand même qu'on a à peu près 35% de chrétiens, 15% de musulmans et 50% d'animistes. Une bonne partie. Et 100% d'animistes. Bon, on peut dire 100%. Il y a 100% d'animistes et il y a des sous-groupes qui se sentent musulmans. Aujourd'hui, une bonne partie des gens qui te disent qu'ils sont chrétiens, ils sont musulmans, mais chez les musulmans, c'est quand même plus carré. Mais dès qu'il a un petit problème, il va tuer son poulet. Hein. Nous conservons quand même, moi je trouve que nous sommes un peu exagérément alarmistes, nous conservons quand même notre identité. Aujourd'hui, par exemple, nos traditions, nous sommes des peuples qui continuent à appliquer nos traditions. C'est vrai que peut-être ce qui est le plus visible, c'est la religion, ainsi de suite. Aujourd'hui, sur le plan culturel, il y a énormément... Quand vous arrivez à Paris, vous ne voyez pas des gens qui portent les pagnes. Même si le pagne wax ne vient pas de l'Afrique, aujourd'hui, ça constitue une des identités. Notre musique, c'est une identité. Oui, mais ce syncrétisme pour faire recette, il faut avoir une identité propre à soi. C'est pour ça que malheureusement, parfois, on met en avant ce qui peut-être ne marche pas. Quand vous allez en Chine, beaucoup de femmes chinoises vont se débrider les yeux. Beaucoup de femmes chinoises vont s'éclaircir la peau parce que pendant longtemps, le modèle occidental a été le référent. Aujourd'hui, vous prenez tous les grands pays asiatiques, tout le monde porte veste cravate. Les Japonais, c'était pas leur tenue traditionnelle, c'est le kimono. Mais vous n'aurez pas à l'Assemblée nationale japonaise voir des gens qui portent le kimono. C'est vrai que le modèle occidental s'est imposé plus ou moins. Parfois, il était le plus facile, qui s'adapte plus facilement, et souffrait aussi que les gens prennent ce qui marche. Aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire de la vie, nous faisons les mathématiques, elles viennent comment on appelle ça, des pays arabes. La poudre vient de la Chine. C'est qu'en réalité, la puissance, peut-être la force de l'Occident, c'est de prendre tout ce qui est bon ailleurs et en faire sien. Ouais. Mais aujourd'hui, sur le fond, moi, je trouve que moi, je suis togolais, il y a une identité togolaise. Elle n'est peut-être pas transcendante, mais elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle est togolaise. Excusez-moi du peu, notre façon de danser, c'est togolais. Notre musique, elle est togolaise. Donc c'est vrai, on a des choses qui nous viennent de l'extérieur. Je suis d'accord avec le professeur qui dit c'est notre capacité à s'accommoder ou bien s'adapter. C'est-à-dire que faire comme les Chinois. Le Chinois, il dit, quand tu prends le blanc et le jaune, quand tu mélanges, après c'est le jaune. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous devons essayer de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que nous pouvons prendre de bien chez autrui pour en faire notre. Parce que la puissance, la force, c'est dans l'altérité. La puissance, c'est dans l'altérité. L'uniformisme est une régénération, est une décadence. C'est là, dans l'altérité qu'on trouve de la puissance. Quand nous sommes nombreux à réfléchir différemment, quand nous sommes nombreux à s'habiller différemment, quand nous sommes nombreux à parler différemment, moi je suis très content qu'on ait ces 46 langues au Togo et qu'elles continuent à exister. Nous nous réunissons, malgré que nous parlons français, nous parlons nos langues, nous faisons nos rythmes. Moi je vais rentrer pour Sitou Biendiagou la semaine prochaine. Il me semble que c'est la Grande Royale qui avait raison très tôt, mais d'ailleurs jusqu'à présent on n'arrive pas. Vous savez, je suis d'accord pour le mélange. Que la Grande Royale. Je suis d'accord qu'on adopte ce qui est bon chez les autres. C'est normal. Mais il faut d'abord s'enraciner. Voilà. Moi j'ai un ami chinois qui m'a dit ceci. Il est venu au Togo, il voit ce qui se passe, tout le temps que les gens passent pour les religions, invoquer Jésus, danser, acclamer dans les églises. Tu as contre Jésus finalement. Non, pas Jésus. Je parle de ce qui existe. Il n'y a pas un autre prophète que les gens invoquent. Tout le monde ne va pas à l'église du monde. Et alors les Chinois me disent, mais que tout ça c'est bien. Seulement chez lui les Chinois, chez eux, ils sont d'accord que Dieu existe. Ils sont d'accord que Dieu les a créés. Mais ils ne voient pas l'utilité de passer tout ce temps dans ces gesticulations. Les Chinois sont shintoïstes. Chez eux, le Dieu, il me dit ceci. Ton Dieu, c'est ton père et ta mère et celui qui t'a donné un emploi. C'est le shintoïsme. Est-ce que ici, toi-même qui es employeur, tu as vu un employé te respecter comme son Dieu? Non. Ton père, on s'en fout. Aujourd'hui, à cause des religions, je ne veux plus dire Jésus, tu vas encore hurler au scandale. À cause des religions, des enfants n'honorent même pas leur père et leur mère, alors que c'est le fondamental de la Bible. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais les enfants disent non. Le pasteur m'a dit que mon père c'est un sorcier, que ma mère c'est une sorcière. On leur dit même plus bonjour. Voilà ce qui se passe et voilà où nous sommes déstabilisés.
Tino Achebe n'avait pas vu tant avant de s'écrier le monde s'effondre. Merci. Donc je disais que je suis d'accord de paraître alarmiste. Et j'assume cette position, non pas à la lecture de ce que nous sommes et la manière dont nous vivons, mais à l'imagination ou à la prospective de ce qui vient après nous. C'est vrai que notre culture est encore là, elle n'est pas disparue, elle ne s'est pas effritée. Heureusement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est par rapport à une l'allure. génération après. Une génération après, une deuxième génération après, une troisième génération. C'est-à-dire, les 40 langues dont parle mon ami Tama, oui, c'est une richesse pour le Togo. Mais quelle stratégie de vulgarisation ou de conservation, de protection de ces langues pour que ces langues restent des langues? Quelle est la recherche qui est faite? Quelle recherche aujourd'hui pour la promotion de la langue kabye en tant que langue nationale, sur la langue évé, sur la langue thème, ainsi de suite? Naudum, il faut ajouter Naudum déjà. Exactement. Qu'est-ce qui est fait pour que cela reste comme le socle social qui ne disparaît pas malgré toutes les mutations? Alors que notre jeunesse consomme ce qui est directement vient de l'extérieur, c'est justement la crainte par rapport à nos générations futures qui nous laisseront après nous, qui me font penser que nous devons faire du travail pour sauver encore les meubles. Sinon, c'est ça, c'est de cela qu'il Il faut sauver le soldat Afrique. Les téléspectateurs maintenant sont très nombreux à nous écrire. On va relayer leurs contributions. Je commence comme tous les dimanches et on les remercie d'ailleurs avec Simle Waiso de Kara Awangelo. Awangelo, lui il est toujours là. Toujours là. De même que Richard Takba, ils sont fidèles à leur grand frère Sogoyou Kekewe. Bonjour Newell. Ils sont fidèles à New World, Bien pas sûr. à leur grand frère. Bah, voilà. C'est une façon de vous taquiner. C'est ça qui tue le Togo. Moi, c'est mon petit frère. Voilà. Pierrot de l'Aïo vous écrira aussi. Moi, particulièrement, je ne vois aucune importance pour TikTok. Il y a trop de dépravation sur ce réseau social. Nos pays n'ont comme moyen pour encadrer son utilisation. C'est ça qui est déplorable. Au moins, pour les autres réseaux sociaux massivement utilisés, on peut faire quelque chose de sérieux. On peut lire les informations au moins. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est n'importe quoi. Malheureusement, les pouvoirs laissent faire. Moi, je l'ai désinstallé de mes applications. C'est signé Simle Waiso de Kara Awangelo. Merci beaucoup. Je reste d'ailleurs à Kara avec Richard. Bah, ils sont deux à être toujours là pour nous. Oui, Richard a écrit un si long message aujourd'hui. Ben, je vais m'attaquer. Bonjour Gilles, c'est Richard Tagba depuis Kara. Quel joli plateau ce matin. Je salue nos illustres invités. Tous les réseaux sociaux à la base, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, etc., TikTok, sont à la base des moyens plus ou moins aisés pour faciliter les échanges, nos échanges, qu'ils soient professionnels, commerciaux, politiques ou d'autres encore, car le monde évolue et nous évoluons avec le sérieux danger. Arrive quand on se mettrait à se poser la question de savoir si les concepteurs de ces réseaux sociaux contiennent des garde-fous pour canaliser ou encadrer leurs consommateurs. Plus loin, j'ai tendance à croire aussi que ces réseaux sociaux sont aussi un moyen de nous détruire en Afrique, dans la mesure où la plupart des imperfections constatées en ce qui concerne leurs usages font légion en Afrique. Il appartiendra aussi, à mon sens, aux dirigeants de dompter ces dérapages par des lois bien élaborées avec des sanctions bien déterminées, d'où le rôle de l'honorable Tama et de ses homologues. Je souhaite heureux mariage à notre honorable Tama. Toi qui me cherches des problèmes. Nous n'avons pas les contacts de nos grands frères pour leur être fidèles. Sinon, en esprit, oui, mais bien sûr, c'est une façon de vous taquiner. Jerry Tama, on vous a souhaité heureux merci beaucoup. Mariage. Salut Gilles, salut le plateau. Maglibé Machatom, voilà notre fidèle depuis Barbabassa. La question du jour n'est nullement sociétale, mais individuelle. Mettre une barre risque de nous faire rentrer en conflit avec les libertés individuelles. Donc à chacun de connaître ses priorités et les objectifs qu'il s'est fixés.
tout est pédagogie avec ses proches, surtout ses enfants. À la rigueur, on peut déconseiller, mais pas interdire. Bonne émission, merci beaucoup pour vos conseils. Manglibé Machatom Sylvestre nous a écrit de Kégué aussi. Bonjour Gilles. Bonjour les invités à qui je jette des fleurs. Je remercie mon frère Gilles pour ce thème. Les réseaux sociaux sont des instruments de communication. Qu'est-ce qui est reproché à TikTok? Est-ce une source de distraction ou de dépravation des mœurs? Les dirigeants africains doivent rééduquer leurs citoyens à travers le civisme qui doit être une matière dont le coefficient doit être revu. J'exhorte notre écrivain Gilles à écrire un petit bouquin pour conscientiser les jeunes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Bonne émission à vous, Sylvestre Nyenda, depuis Kégué. Tout le monde est revenu sur l'éducation à l'école, éducation dans les partis politiques aussi. Hein. Oui, mais les partis politiques, les gens les utilisent non pas pour éduquer politiquement les populations, mais ils les utilisent comme raccourci pour accéder au pouvoir. Ce qui fait que on prêche la facilité. Et ceux qui, par exemple, les Djerita Ama, ils vont sur le terrain, ils promettent que bon, demain on rase cadeau, quand je serai au pouvoir, tout sera ceci. Non, c'est des raccourcis pour arriver au pouvoir. Je ne cherche pas dans ton affaire là. Non, tu es responsable politique. Donc parce que vous avez l'ambition de conquérir le fauteuil présidentiel. Donc tu as dit que tu veux conquérir le pouvoir. Donc il est normal qu'on te cite. Donc, et on doit d'abord éduquer les gens à la maison. C'est là-bas que nous avons tout raté. J'ai entre-temps dénoncé ici le fait que des pères de famille n'apprennent pas leur langue maternelle à leurs enfants avant de les envoyer apprendre d'autres langues. Mais ce constat reste vivace. Quand vous prenez les enfants, je donne un petit exemple. Un enfant kabye qui naît à Lomé et ses parents, au lieu de lui parler kabye à la maison, lui parlent français. Il va à l'école, il parle français, et qu'est-ce qu'il va ajouter au français? Ce n'est pas le kabye. Il va ajouter la langue la plus parlée dans le milieu, qui est notamment l'évé mina. Donc cet enfant, il est perdu pour le kabye. Ce n'est pas la peine un jour qu'il dise qu'il est kabye. En quoi tu es kabye? Exactement. Est-ce que tu comprends? Il faut faire prendre conscience aux gens de ces phénomènes. Donc, il faut que nous nous ressaisissions. Mais les parents eux-mêmes ont besoin de sensibilisation, d'éducation. Parce que, on se lève, on a 20 ans, on se marie, on fait des enfants, alors que toi-même, on n'avait même pas encore fini de t'éduquer à la maison. Et tu es père d'un enfant que toi, tu dois éduquer. Donc, il faudrait qu'on mette... Heureusement, nous sommes ici avec quelqu'un qui est dans les champs de l'éducation. Il faudrait concevoir des modules, si on peut les appeler ainsi, sensibiliser les parents, quitte à eux de sensibiliser leurs enfants sur les réalités qui nous entourent, parce que personne ne fait aujourd'hui cadeau aux Africains. Tout le monde aime l'Afrique, tout le monde se précipite en Afrique. Les Français, les Anglais, les Turcs, les Arabes, les Chinois, les Coréens, les Russes, les Américains, tous viennent en Afrique, mais aucun d'entre eux n'aime les Africains. Et puis, professeur, il me semble que vous devez réfléchir quand même dans vos laboratoires à la façon dont vous pouvez être plus utile à vos sociétés. On a comme l'impression que dans vos chaires à l'université, vous travaillez beaucoup plus pour les grades. Oui, ce n'est pas, le constat n'est pas faux. Le constat que vous faites n'est pas faux, mais tout dépend de la façon dont on comprend aussi la mission de l'universitaire. Alors, c'est un long débat. Je ne peux pas rentrer dans tout ce débat parce qu'on ne peut pas en finir aujourd'hui. Mais il faudrait effectivement aussi actualiser le travail de l'enseignant-chercheur et surtout dans les pays en développement, dans un contexte de pays sous-développés. On ne peut pas faire le travail du chercheur comme dans les pays européens, où c'est juste la science et la contemplation de la science, de son fonctionnement, de manière que ça reste dans le cercle universitaire, mais science a pour devoir ou pour mission de développer, de changer, de transformer la société. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a une nécessité d'actualisation, que les universitaires mettent le lien entre ce qu'ils font et la transformation de leur société. Parce que dans certains pays, ces deux fonctions sont séparées. L'université n'est pas faite pour changer la société. Si les pays européens le pensent, nous, on n'a pas le droit de le penser. C'est pourquoi moi, je voudrais filer, je pense à un concept de décolonisation des sciences, de la mission de l'université dans un contexte de pays en développement. Effectivement, il y a un travail sérieux, il y a des réflexions qui se font, mais ce n'est pas décloisonné.
ça reste entre universitaires. Par exemple, il faut que dans le contexte africain, quand je parlais de ce qui doit rester pour l'Afrique, et nulle part la violence n'est prônée. Je ne parle pas de violence, mais par exemple, beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi si je disais que ce concept-là, pas inventé par le nouvel ordre mondial, mais de plus en plus promu, le droit des enfants. Si nous voulons éduquer les enfants pour qu'ils aient des outils nécessaires pour se débrouiller, vivre en société comme des êtres libres et responsables, on ne devrait pas parler du droit des enfants, on devrait parler, si on veut utiliser le droit, on devrait dire le droit à la protection des enfants, pour faire allusion à ce que nous entendons par droit des enfants. Parce que le droit des enfants, c'est les parents qui doivent protéger ce droit. Les enfants ne peuvent pas protéger leurs droits, mais ils ont un regard des adultes qui les protègent jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Mais si on doit parler des enfants, on doit parler plutôt aussi de responsabilité des enfants. Il faut que les enfants soient responsables. Aujourd'hui, au nom du droit de l'enfant, on laisse tout faire, alors que la définition sociale de l'éducation, c'est l'action des adultes sur les plus jeunes, qui ne sont pas encore suffisamment mûrs pour la vie sociale. Si l'enfant n'est pas encore mûr pour la vie sociale et qu'on parle de droit de l'enfant, il a le droit de faire ceci, il a cette liberté, eh bien, nos sociétés, bon, on a dit qu'il y a un des téléspectateurs qui a posé la question, qui a plutôt fait la remarque selon laquelle ce n'est pas un problème essentiellement sociétal, mais aussi au niveau individuel. Moi, je suis des sciences de l'homme et de la société. Je suis sociologue. C'est du point de vue du sociologue que moi et c'est ce qui fait que j'apparais un peu alarmiste aussi, et à juste titre. Mais il y a un travail à faire, un travail de réflexion. Quel temps de réflexion disposons-nous, que ce soit dans toutes les instances, à l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement, à l'université, au sein des familles, à l'école, au ministère, de quel temps de réflexion disposons-nous réellement pour réfléchir? Parce que est-ce que l'Afrique, est-ce que nos États, est-ce que nos responsables, est-ce qu'on leur a donné une fois le temps de vrai réfléchir que de leur proposer ce qu'il faut faire? Mais Djeritama, je vous plains parce que les pays africains ont tellement de problèmes. Quand on voit des gens aspirer à les diriger, je me demande, mais est-ce que vous prenez vraiment la mesure de ce que vous avez envie d'être? Non. Écoutez, vous savez, tout est question de perspective. C'est-à-dire que l'homme politique qui va peut-être venir sur une tribune et dire que si demain il est président, tous les problèmes vont disparaître. Honnêtement, moi, vous savez, je suis centriste, je suis pragmatique, je ne le dirai jamais. Parce que le développement d'un pays, il y a le côté macroéconomique, ou bien le côté macro où les politiques structurelles qu'on peut mettre en place peuvent changer les choses. Mais si vous pouvez aujourd'hui avoir les meilleures politiques, si vous n'avez pas les personnes pour les mettre en place, vous ne ferez rien. Donc, c'est pouvoir éventuellement trouver les bonnes personnes. Donc, vous ferez campagne en disant aux gens, je viens, mais je ne vais pas régler vos problèmes. Non, mais c'est que vous savez, il y a un détail, par exemple. Vous savez, parfois, c'est parce qu'on ne sort pas. Quand vous sortez, vous arrivez en Europe et vous voyez le nombre de vrais Français. Je prends par exemple la France, le nombre de vrais Français qui sont pauvres, qui dorment dehors. Mais nous, à la limite, ici, on peut dire qu'on n'a pas ce type de pauvreté-là, parce qu'il y a une solidarité qui existe. C'est pour ça que je dis, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, beaucoup d'Occidentaux qui arrivent chez nous se rendent compte que nous avons des valeurs qu'eux, ils n'ont plus aujourd'hui. La solidarité. Ils n'ont pas aujourd'hui, quelqu'un peut venir cogner à ta porte, même si on sait que maintenant le monde est devenu dur, mais un parent qui vient cogner à ta porte pour dire, ben, je sais où dormir, il peut dormir dans ton salon. Et un parent qui va cogner la porte d'un Européen, les gens en Europe, vous voyez des gens qui vont sortir leurs enfants de la maison et des enfants qui vont sortir leurs parents, qui vont dormir dehors. Donc il y a des valeurs que nous avons, il ne faut pas les jeter. Il y a des valeurs que nous avons qui sont bien, qu'il faut les conserver, parce que ne donnons pas l'impression non plus que tout ce qui est en Afrique est mauvais. Moi vous savez, Kegwe l'a dit tout à l'heure, nous sommes nombreux à avoir vécu dans beaucoup de pays, mais moi je n'irai vivre dans aucun autre pays pour rien au monde. C'est-à-dire que même si le pays est dur, je pense que les valeurs de solidarité, de chaleur humaine, aujourd'hui vous êtes à Lomé, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas au bord de la route, vous pouvez lui parler. Ouais. Ailleurs, c'est un harcèlement, vous allez avoir un procès. Je me souviens d'une dame à qui j'ai demandé la route en Allemagne. Elle va appeler la police. Donc voilà, c'est que
ne rejetons pas. Avec des mots de tête. Il y a des choses qui sont bien en Afrique, que les gens nous envient. Il faut faire en sorte de les améliorer. Mais il ne faut pas non plus oublier, parce que le professeur parlait tout à l'heure des droits d'enfant, il ne faut pas qu'on oublie aussi que, qu'on le veut ou non, on a des standards internationaux. Il faut maintenant trouver l'équilibre entre les standards internationaux et puis nos vraies réalités pour faire en sorte que l'homme reste le sujet de toutes nos préoccupations. C'est ça, à mon sens, ce qui est le plus important. C'est que l'homme doit rester au centre des préoccupations. L'ambassadeur veut ajouter un petit mot. Oui, je disais à propos du droit des enfants. Mais ce n'est plus le droit de quelque chose, c'est le droit à l'impolitesse, à l'irrévérence. Parce qu'un enfant qui respecte son père et sa mère à la maison, quand il est dehors, ça se voit, la façon dont il se conduit envers des aînés. Mais aujourd'hui, le droit des enfants, on a tout aplati. Au nom de quoi voulez-vous qu'un enfant noir soit éduqué comme un enfant français? Ils ont quoi de commun? Ou un enfant américain, ils ont quoi de commun? Mais on a tout accepté, le droit des enfants, on ne doit pas faire ceci, l'enfant... Mais d'abord, le français qui te dit ça, son enfant prend le petit déjeuner, café au lait, beurre, marmelade et tout. À midi, il mange, il a du rôti, poulet, machin le soir. Mais toi, tu ne peux même pas donner ça une seule fois dans l'année à ton enfant. Et tu veux qu'il ait les mêmes droits que l'autre enfant qui a tout cela. Mais le droit doit être indexé sur les moyens des gens. Le droit doit être indexé, sinon on ne peut pas faire droit. Aujourd'hui, on a tout harmonisé, nous avons chose. Bon, voilà, on vous amène aussi le droit à l'homosexualité. Ah oui, puisque vous avez accepté tous les autres droits. Il faut qu'on enseigne à vos enfants qu'ils peuvent changer de sexe et qu'ils peuvent se marier entre eux, garçon, fille. Parce qu'on a tout accepté. Est-ce que vous croyez? Regardez, la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, pas moi, qui vient au Ghana. Je croyais qu'on va parler du terrorisme, c'est sûr qu'on en a parlé, mais le point qui a fait le plus du boucan, c'est la loi que l'Assemblée nationale ghanéenne s'apprête à voter contre les LGBTQ. Mais c'est ça qui est le sujet d'intérêt de la dame. Il n'est pas question de voter une loi contre ça. Donc, on quitte les États-Unis, on prend un avion, pour venir enseigner l'homosexualité aux Africains. Et quand les Africains disent on n'aime pas, on les menace de toutes sortes de représailles. Mais c'est normal puisqu'on a accepté tout. Pourquoi on refuserait ceci? Donc, je crois que... C'est un arbitrage à faire. Hein. Quelle idéologie sociale on choisit? Si on choisit la société, on peut s'offusquer de ceux qui veulent imposer l'homosexualité, mais si on veut donner la liberté intégrale à l'individu, alors là, chacun fait ce qu'il veut. Non, dans ce cas, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Je ne peux pas, par exemple, sortir d'ici avec un fusil et tirer sur les gens. Malheureusement, c'est ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui. L'enfant va, il prend le fusil, il vient, il tire sur les autres, et puis c'est pas un problème. Une vieille vient, elle prend le fusil, elle tire sur... Non, on ne peut pas dire on peut faire ce qu'on veut, c'est pas possible. Là, tu te retires seul sur une île comme Robinson Crusoe, tu vis là-bas seul, avec ton fusil, tu fais tout ce que tu veux. Mais tant que tu vis en ville, je ne peux pas sortir, jeter mes ordures devant la maison, ramasser mes ordures, jeter dans la maison du voisin, parce que bon, il y a la liberté. Non, ça, c'est pas la liberté. Tout ça, c'est le consensus à chercher à dégager au sein de la société, mais il faut s'asseoir, comme le professeur proposait, il faut réfléchir, il faut trouver le temps de la réflexion. Kader Tchaniaou nous a écrit aussi. Bonsoir, mon frère Gilles, et tes invités de qualité. Merci pour le travail abattu chaque dimanche. La problématique des réseaux sociaux en Afrique nous interpelle. Par principe, la qualité de l'utilisation d'un instrument dépend de l'utilisateur. Par exemple, le coupe-coupe que les braves paysans utilisent pour rendre rentable leur cacaoyer, c'est le même coupe-coupe qu'un certain Adjata Kofi a utilisé pour couper la tête d'un compatriote dans le coteau. Alors le TikTok peut être une opportunité si on en fait un bon usage. Il faut que l'Afrique cesse d'être une poubelle où chaque impérialiste vient jeter n'importe quoi. Pour terminer, je demande à tous les Africains de savoir que c'est la fonction qui crée l'organe, donc en fonction de nos besoins, essayons de créer ce qui est bon pour nous. Kader Tchaniaou.
sans commentaire. Est-ce qu'on passe à notre téléspectateur? Ils sont très nombreux aujourd'hui. Wadadje, depuis Barou, nous a écrit aussi bonjour à mon professeur Amouzou Glikpa. Ah, professeur, vous avez un disciple ici. Bonjour à l'ambassadeur, bonjour à l'honorable. La dépravation des mœurs, à mon humble avis, vient de la guerre entre les indépendantistes et la négritude qui s'est accentuée avec les dictatures contre les démocrates. De là, nos penseurs, nos dirigeants se concentrent beaucoup plus sur ces courants de pensée, oubliant le volet us et coutumes. Il faut être homme équilibré pour se développer et développer pas. Il y a TikTok, Facebook, WhatsApp n'ont pas de problème. Le problème, c'est que les USA veulent rester premiers dans tous les domaines. Wadadje depuis Barou. Dictature, démocratie, mais c'est une mauvaise blague. Moi, en Afrique, tout ce clivage-là, ça ne marche pas. Qui est dictateur et qui est démocrate dans nos pays? La démocratie qu'on nous a apprise, elle servait à quoi? Rendez-vous compte, il faut être observateur. Chaque fois qu'un régime, soi-disant démocratiquement élu, s'installe, souvent c'est même des anciens opposants. Si c'était ça, on dit les opposants, ils sont démocrates, donc s'ils viennent au pouvoir, normalement la démocratie devait rayonner, mais non. Et pourquoi des gens démocratiquement élus finissent par sécréter la dictature avec des coups d'État? Il faut qu'on se pose la question. Condé en Guinée, il n'y a pas un opposant au long cours plus que Condé. Il est venu au pouvoir. On a vu comment ça s'est terminé. Aux choses, au Burkina, Roch Kaboré, c'est un démocratiquement élu. Au Mali, même chose. On devait en Afrique, je crois, mener des réflexions pour dépasser tout cela et trouver le juste milieu. Si on répète comme des perroquets les formules magiques démocratique, mais en France aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie, puisque l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Tama serait député français, il peut prendre des vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que tout ce qui arrive, c'est 49-3. Non, voilà. Donc, attends. Tout ce qui pose problème. C'est des lois spécifiques une fois par session. Donc, une fois par session, comment? Non, les lois spécifiques, mais c'est les lois principales. Les lois de finances, les lois concernant les autres conditions de vie. Non, il n'y a pas. Attends, il n'y a pas de démocratie en France. Il n'y a jamais. Il n'y en avait jamais eu. C'est nous qu'on trompe tous les jours. Il n'y a pas de démocratie en France, il n'y a pas de droit de l'homme parce que Macron a instauré maintenant un régime matraque pour tous. C'est un mode matraque pour tous, on le voit tous les jours. Donc il faut qu'on cesse, il faut défendre les intérêts de nos pays, loin des clichés démocrates, dictateurs. Non, qu'est-ce qui convient à nos pays? Bonjour Gilles, bonjour. Invité particulièrement mon opinion. Sogoyo, TikTok n'est aucunement mauvais, sauf que les intérêts des gens sont menacés. Qu'on se lève dire que TikTok est dangereux. Maintenant, nous Africains, qu'on revienne à l'éducation de base, telle que nos cultures, nos traditions, nos valeurs ancestrales. Le patriotisme, le nationalisme, en ce sens, nos jeunes ne feront plus des dérapages sur TikTok, plutôt ils publieront nos valeurs ancestrales. C'est Touata qui nous a écrit de Notien au Togo. Qui d'autres maintenant? Ils sont encore au rendez-vous. Très nombreux aujourd'hui. On ne fera pas. Peut-être un homme qui ne prend pas position est un homme tordu et sans conviction, qui peut dire une chose aujourd'hui et son contraire demain. Merci aux doyens et grands frères qu'on doit s'affirmer et dire à ces bouchers du monde que ça suffit. La famille Bush, Tony Blair, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, ça suffit. Vieux Joe Biden, Macron, le chancelier allemand, les nouvelles marionnettes du nazisme appelé pays de l'OTAN, ça suffit. Vous avez fragilisé l'ONU par votre OTAN, ça suffit. Tous les Africains doivent crier et hurler, ça suffit. Abaké depuis Alejo Katara dans l'Axoli. Directement, c'est vous qui voulez être neutre et vous êtes retoqué. Non, quand il a fini de dire ça suffit, là, ça change quoi maintenant? Non, mais c'est-à-dire que non. Aujourd'hui, c'est la question au moins il dormira en paix. Non, c'est la question d'une troisième voie. C'est pour ça que je dis, ce qui est le plus important, c'est la souveraineté que l'Afrique s'affirme. C'est pas de la neutralité. Moi, je suis un gros patriote. Je considère qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir aussi imposer au reste du monde un modèle économique, un modèle social, un modèle politique. Pourquoi pas?
C'est éviter de consommer à tout va en disant que c'est les autres. Mais si aujourd'hui on peut aussi imposer au reste du monde, le Togo a envoyé $1,5 million à la Turquie, je trouve que sur le fond, c'est une bonne chose parce que nous montrons aussi que nous pouvons aider les gens quand ils sont dans la difficulté. C'est ce que moi je veux, c'est-à-dire que nous puissions montrer que nous sommes égaux aux autres, que nous avons une civilisation qui peut aussi aller vers les autres civilisations, s'imposer à elles. Mais c'est continuer et éviter de rester les éternels consommateurs et aussi les éternels rester dans la complainte perpétuelle. Ça ne change rien. Parce que quand tu as créé ça, suffit là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Akatea nous a écrit d'Agoué. Bonjour le plateau, je vous remercie pour tout ce que vous apportez à l'humanité. En fait, l'Afrique ne doit pas suivre les décisions de l'OTAN. Tout un continent qui est sous ordre de l'OTAN depuis des siècles. Facebook est pire que TikTok. Actuellement, les plastiques dérangent le continent. Et les décideurs ne disent rien. Nos sœurs se dénaturent leur peau, y compris les hommes. L'autorité africaine est bouche bée. Vraiment, c'est honteux. Notablement, je profite pour demander à l'honorable Tama de voir ses collègues parlementaires de plancher sur la journée de l'arbre et de la positionner sur le premier vendredi du mois de juin et en faire une fête nationale pour le Togo. Bonne émission à vous. Akatea, depuis Agoué, c'est bientôt le 1er juin. On nous a écrit du Bénin aussi, de Cotonou. Les textes sont longs aujourd'hui. Bonjour Niwa. C'est Kazoulé Aimé depuis Cotonou. Ma première question est de savoir, c'est l'Afrique qui reste le consommateur de premier ordre dans tous les domaines informatiques, défense, agroalimentaire. Or, ce sont les Africains qui sont les grands cerveaux dans les autres pays. Les jeunes entrepreneurs africains créent des applications, mais personne ne s'en préoccupe. Avec cette allure, si les dirigeants africains ne dirigent pas avec la dictature, comme ce qui se fait en Chine, nous n'allons jamais nous en sortir car ce monde est dominé par une concurrence très rude. L'Afrique a le choix entre sacrifier une génération dans la dictature afin de se développer pour rattraper les grandes puissances ou rester le continent sacrifié pour le développement des autres continents. Le problème de l'Afrique aujourd'hui n'est plus le divertissement, les jeux et autres. Le problème de l'Africain, c'est le travail jour et nuit, apprendre à espionner les autres afin de devenir indépendant sur tous les plans financiers, des finances industrielles, numériques, etc. Merci beaucoup pour votre message. Kazoulé Aimé depuis Cotonou. Nous allons conclure notre émission. Que retenir maintenant? TikTok, opportunité ou danger pour l'Afrique? Je commence avec vous, professeur Amozo Glipa. Je dirais tout simplement qu'il faut occuper mentalement nos jeunes. Il faut occuper mentalement la jeunesse. Et quand je parlais au début de cette émission d'une idéologie sociale, cela reste à fonder ou à réinventer, parce que des idéologies sociales, il y en a. Quand nos jeunes n'ont pas de repères, ils ne peuvent que s'amuser. Et quand ils sont suffisamment occupés, ils vont réfléchir. Et donc, des idéologies sociales, ce n'est pas, on ne va pas reprendre avec la négritude, on ne va pas reprendre avec ces valeurs d'affirmation identitaire de la culture africaine, ainsi de suite. Et nous pouvons partir des idéologies simples qui peuvent apaiser nos sociétés, des idéologies de culture, de citoyenneté, de patriotisme, de solidarité sociale. Il faut trouver le créneau, l'heure est à la réflexion, le créneau pour que nos jeunes aient des modes de pensée. Quand vous savez la force de toute une idéologie, de ce que constitue l'idéologie dans l'équilibre social d'une nation, dans l'équilibre individuel d'une personne, en termes d'orientation, je crois que cela reste à fonder, à réinventer parce que les cartes sont redistribuées. La mondialisation a redistribué les cartes à chaque pays, à chaque continent de s'approprier les bonnes cartes pour définir son orientation. J'ai trouvé un bon thème pour une prochaine émission. Quelle idéologie sociale pour l'Africain? Nous en reparlerons. On nous a écrit du Burkina aussi. C'est Koala Saoudé. Je vous salue depuis le Burkina Faso. Je ne suis pas contre l'endiguement de TikTok, mais lorsque je vois comment mes sœurs, y compris nos mamans, font du n'importe quoi sur
TikTok, sur cet outil, je serais content qu'on le coupe, purement et simplement. Aussi en Afrique, de conseiller, éduquer ces amateurs sur le comment faire usage sans détruire nos réalités africaines, notamment nos cultures. Je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous apprécions beaucoup aussi, monsieur Koala et Soud depuis le Burkina Faso. TikTok a supprimé, a gardé opportunité ou danger. Non, on ne peut pas supprimer. Malheureusement, nous sommes dans un monde où quand quelque chose a autant pénétré les sociétés, tu ne peux pas te lever un jour pour couper. On va t'accuser d'être plus dictateur que Hitler. Donc, on ne peut pas couper, on peut améliorer, on peut sensibiliser la jeunesse à y réfléchir et à savoir comment utiliser cette opportunité. Parce que TikTok donne aussi des opportunités. Si tu vends tes laitues, ton gombo, choses par TikTok, mais tant mieux, tu gagneras de l'argent. Donc, il faut savoir plutôt comment l'utiliser et ne pas non plus en faire un diable. Sinon, tous les autres réseaux sociaux, c'est les mêmes diables. Du Sénégal, Bachir nous a écrit pourquoi ne pas créer des arbres numériques dans les provinces avec des animateurs qui pourront éduquer sur les usages de ces réseaux sociaux. Merci pour votre proposition, Bachir, depuis le Sénégal. On nous a écrit qui bonjour, je suis Christophe. Pour moi, TikTok est un danger comme Facebook. L'Afrique doit créer son propre réseau. 237 déjà, c'est quel pays? 237 Cameroun? Bon, je sais pas exactement. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Sur TikTok, est-ce que vous arrivez à toucher votre cible? Est-ce que vous faites recette sur TikTok? Est-ce qu'il est utile pour vous aujourd'hui en tant que politicien? Ok, ben écoutez, en termes de conclusion, je vais m'appesantir sur 3 points. Le premier point, c'est que, en fait, il n'y a pas d'utilité à s'acharner sur TikTok parce qu'en réalité, on a des espaces où la réflexion intellectuelle doit pouvoir exister. C'est aujourd'hui le domaine de l'édition. Moi, vous savez, c'est éditeur. J'ai été longtemps représentant d'édition L'Harmattan. Aujourd'hui, j'ai l'édition Mofi. Mais c'est que, malheureusement, l'Afrique n'écrit pas suffisamment et surtout, l'Afrique ne lit pas. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, quand on prend l'Occident, vous avez toutes les années, à la saison, à la rentrée littéraire, vous avez des milliers de livres. Et vous avez de milliers de lecteurs. Donc en réalité, aujourd'hui, on peut avoir ces deux secteurs qui sont juste à poser. C'est-à-dire qu'un milieu intellectuel... Très rapidement, il reste moins d'une minute. Voilà. Et puis ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que comme tout le monde l'a dit, des gens font des affaires avec TikTok. Donc il n'y a pas que les mauvais côtés. Il y a certes des mauvais côtés, mais il y a beaucoup de personnes qui font des affaires avec TikTok. Et pour terminer, c'est que ça reste quand même en Afrique un phénomène assez marginal. Je l'ai dit, au Togo, à peu près 153 000. On n'en est pas encore à 50% de la population parce que le taux de pénétration d'Internet reste encore très faible. Donc ça reste encore un phénomène marginal. On continue à faire plus ou moins indirectement l'arbre par l'arbre pour nos échanges. Mais je pense que les universitaires peuvent commencer à anticiper sur une réflexion sur la façon dont nous pouvons utiliser les réseaux sociaux dans nos sociétés. Juste merci infiniment. Merci Komanga et Pignan Akleso. L'ambassadeur là, est-ce qu'il y a encore 2 secondes? Non, 2 secondes juste pour dire qu'on oublie un phénomène important, c'est la lecture. Nous ne lisons pas. D'accord. On devait faire un débat sur ce sujet. Voilà. Merci donc à Messi Komanga et Akleso Pignan pour la réalisation. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité d'écoute. Merci de suivre nos programmes tout de suite. C'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.